Alors, bonjour tout le monde. D'abord, permettez-moi de saluer Yuri Chassé, qui est député de Saint-Jérôme et qui est aussi mon adjoint parlementaire en matière d'allègement réglementaire. Je salue également François Vincent, vice-président Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, avec qui je co-préside le comité conseil sur l'allègement réglementaire. Et troisièmement, j'aimerais aussi souligner la présence de Philippe Dubuisson. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. OK, je m'excuse. Aussi, M. Philippe Dubuisson, qui est le sous-ministre adjoint au ministère de l'Économie et de l'Innovation, qui, avec son équipe, ont joué un rôle important dans ce projet qui est pertinent pour nos PME. Certains membres du comité conseil suivent la conférence de presse. Je vous remercie également d'être présents aujourd'hui. On vit actuellement une période de turbulence économique et notre gouvernement ne ménage aucun effort pour réussir la relance économique. Ironiquement, relancer l'économie nous impose de la mettre en pause, du moins en partie. Nous avons annoncé en début de semaine un reconfinement partiel qui demandera des efforts supplémentaires de la part des entreprises. Je vais prendre un moment pour souligner leur résilience et les remercier pour leur collaboration au cours des derniers mois. Le plan qu'on annonce aujourd'hui va beaucoup les aider. On se dote d'un outil complémentaire aux mesures d'aide financière que nous mettons à leur disposition pour qu'elles puissent passer à travers cette crise. On sait depuis longtemps que la papasserie est l'une des préoccupations les plus importantes des entrepreneurs québécois et qu'elle continue ou constitue en fait un frein à l'innovation. J'ai demandé à Yuri qu'on s'assure d'identifier des mesures concrètes qui simplifieraient le quotidien de nos entrepreneurs. Je voulais qu'ils passent plus de temps à accroître la productivité de leur entreprise qu'à remplir des formulaires. Ce n'est pas une mince tâche, mais je peux vous dire que je suis très fier du résultat auquel on est arrivé grâce à la contribution de plusieurs regroupements d'entreprises et des ministères et des organismes concernés. D'abord, le plan gouvernemental d'action en matière d'allègement réglementaire et administratif couvre la période 2025 va nous permettre de soutenir nos secteurs d'activité grandement touchés par la pandémie, comme ceux, par exemple, de la restauration, de l'hébergement et du tourisme. Avec ce plan, on se donne aussi une marge de manœuvre pour améliorer l'efficience d'industries qui seront au cœur de la relance économique, telles l'agroalimentaire et la construction, qui, pour la première fois, fera l'objet de certains allègements. Notre but est de canaliser les énergies de nos entreprises vers le succès de leurs affaires et non vers le gouvernement. Il faut se le dire, même avant la pandémie, l'économie était en profonde transformation, tant à l'échelle du Québec que partout dans le monde. L'intégration des nouvelles technologies dans une multitude de domaines, soit le virage nécessaire vers une économie plus verte, la rareté de la main-d'œuvre et bien sûr la montée du commerce en ligne, sont des exemples de défis auxquels étaient déjà confrontés nos entrepreneurs. La pandémie a amplifié la nécessité d'adapter le modèle d'affaires et de mettre au point de nouveaux produits et de nouveaux procédés. Notre plan accordera donc une attention particulière à l'importance de rendre le processus réglementaire québécois plus réceptif aux innovations des entreprises. On veut éliminer les obstacles à l'émergence et à la mise en œuvre des nouvelles technologies et des modèles d'affaires innovants. Je vais laisser Yuri vous donner plus de détails sur l'élaboration du plan, mais c'est simple. On va faire économiser temps et argent à nos entrepreneurs. On va diminuer de 10 % le nombre de formalités administratives afin de le ramener à un niveau comparable à celui de 2014. On va réduire de 15 % le volume de formalités. Ça se traduira par une baisse annuelle de plus de 5 millions de documents par les entreprises. Et finalement, on va diminuer de 20 % le coût des formalités administratives, ce qui représente des économies de près de 200 millions de dollars annuellement pour nos entreprises. C'est comme ça qu'on va bâtir un environnement d'affaires compétitif et qu'on va créer plus de richesses au Québec. C'est exactement dans cette optique que j'ai mené la transformation d'investissement au Québec. On a établi une seule porte d'entrée où les entreprises peuvent obtenir du financement, des services d'accompagnement ou des services de liaison
avec d'autres ministères. D'ailleurs, un chantier de notre plan sera dédié à l'examen des mécanismes de mise en œuvre de la réglementation. On veut voir comment on peut réduire les délais d'émission, des permis et des autres autorisations qui nuisent à l'investissement et qui vont favoriser l'innovation au sein des entreprises. En terminant, je veux remercier la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante ainsi que les entreprises et associations sectorielles qui ont participé aux consultations entourant le plan. Vous pouvez compter sur nous pour assurer un suivi rigoureux de la mise en application des mesures qui ont été identifiées. Notre gouvernement va continuer d'encourager nos entreprises à investir, à innover et à conquérir de nouveaux marchés sans être freiné par la paperasserie. Merci. Parfait. Monsieur Chassin, vous pouvez y aller. Merci. Bonjour à tous et à tous, Monsieur le ministre, Monsieur Vincent de la FCEI. C'est avec un grand plaisir que je me joins aujourd'hui au ministre de l'Économie et de l'Innovation pour le dévoilement du plan d'action en matière d'allègement réglementaire et administratif 2020-2025, intitulé « Moins de paperasse pour une relance innovante et efficace », avec un document qu'on a ici. Je tiens d'ailleurs à le remercier de m'avoir proposé de relever ce défi, de m'avoir accordé toute sa confiance. Je dois dire que moderniser l'approche gouvernementale en matière de réglementation constitue bel et bien un défi, parce qu'il n'est pas toujours aisé de trouver les moyens les plus efficaces et les plus efficients de respecter les objectifs des formalités administratives tout en les simplifiant. Pour en arriver au plan d'action dévoilé aujourd'hui, nous avons privilégié une approche consultative, dis-je, auprès des entreprises et des associations d'entreprises, mais aussi auprès des ministères et des organismes publics concernés. Cette grande démarche de consultation s'est déroulée en 2 phases, amorcée en décembre 2019 auprès des milieux d'affaires. Lors de la phase 1, des consultations directes ont été menées avec les associations qui représentent les entreprises de certains secteurs visés par le plan d'action, soit la transformation agroalimentaire, les résidences pour aînés, ainsi que le tourisme, l'hôtellerie et la restauration. Et à celles-ci se sont ajoutées 2 consultations en ligne, une spécifiquement destinée au secteur de la construction et une autre générale consacrée à toutes les entreprises, tous secteurs d'activité confondus. Notre démarche s'est conclue en septembre dernier avec la phase 2, qui a donné lieu à des consultations directes avec les secteurs ciblés lors de la phase 1, mais aussi en ajoutant la construction pour approfondir certains enjeux et déterminer des mesures prioritaires spécifiques à ce secteur. Et on y a constaté aussi, je tiens à le souligner, l'ouverture des ministères et organismes à trouver des solutions pour simplifier la vie des entrepreneurs. Ces dernières discussions ont été très utiles pour adapter notre travail au contexte économique actuel, marqué bien évidemment par les répercussions de la pandémie. D'une crise inattendue, mais qui a évidemment eu des conséquences importantes pour les entreprises québécoises. Et il était très important pour nous d'élaborer un plan qui réponde réellement à leurs besoins actuels. Grâce à la précieuse collaboration des milieux d'affaires tout au long du processus, nous avons récolté de nombreuses suggestions, desquelles les 44 mesures concrètes contenues dans le plan d'action sont issues. Alors, ça correspond à des propositions d'entreprises, des propositions d'associations sectorielles qui ont été retenues après consultation des ministères et organismes. Et je tiens à vous donner quelques exemples. Donc, par exemple, nous allons développer à l'intérieur du guichet unique pour les entreprises qui s'appelle Zone Entreprise, un outil de gestion et de renouvellement des obligations et des formalités dans le secteur de la restauration qui en compte beaucoup. Nous allons concevoir et implanter un module d'enregistrement des ventes virtuelles dans le secteur de la restauration afin de permettre la remise d'une facture électronique aux clients ainsi que la transmission des données de transactions en continu à Revenu Québec. Nous allons poursuivre les mesures d'harmonisation qui découle de la signature d'un accord fédéral, provincial, territorial sur la conciliation des codes de construction à l'échelle canadienne. Nous allons aussi alléger les formalités administratives de l'ensemble des établissements d'hébergement touristique du Québec, notamment en ce qui concerne la classification et les catégories d'hébergement. Et nous allons clarifier et simplifier les avis de cotisation aux entreprises. Donc, les éléments que je viens de vous nommer sont quelques exemples des 44 mesures que nous avons ciblées.
Dans ces mesures, 13 s'adressent au secteur de la transformation agroalimentaire, 12 au secteur de la construction, 12 autres concernent le secteur de la restauration, hôtellerie et tourisme. Et enfin, les 7 dernières touchent d'autres champs d'activité, dont 2 concernent les résidences pour aînés. Je vous invite évidemment à consulter le plan d'action pour prendre connaissance des autres éléments. Et je tiens aussi à souligner que certaines mesures ont pu être adoptées la semaine dernière à l'Assemblée nationale avec le projet de loi 72. Des mesures qui étaient réclamées depuis longtemps et j'en suis particulièrement fier parce que certains étaient peut-être sceptiques, ne pensaient peut-être pas qu'on y arriverait, surtout pas avant Noël. Alors maintenant, la livraison d'alcool avec les repas est possible pour les petits restaurants qui font affaire avec des services de livraison. Les règles obligeant à avoir des parasols de 2 brasseurs différents sur les terrasses sont abolies. Et la meilleure, à mon sens, c'est qu'on pourra prendre un verre dans un restaurant avec permis d'alcool sans avoir acheté le petit nachos à côté qu'il faut absolument acheter pour pouvoir prendre un verre, pour respecter finalement une règle qui est vexante, qui est absurde, qui est infantilisante. Avec notre plan d'action, on se donne les moyens de simplifier concrètement la vie de nos entrepreneurs et je pense que ce sont de bonnes illustrations de cela pour faire une vraie différence et sans que ça nécessite d'argent des finances. On est particulièrement fiers de ça. Cela dit, le nouveau plan d'action gouvernemental doit être considéré comme un moyen évolutif de favoriser la viabilité des entreprises québécoises. Nous sommes ouverts à examiner de nouvelles propositions pour atténuer les conséquences indésirables de la réglementation et des formalités administratives dans tous les secteurs d'activité. Et à cet effet, une boîte à suggestions sera active très bientôt sur le site du ministère de l'Économie et de l'Innovation afin de recueillir de nouvelles idées. Notre plan d'action pourra donc être bonifié en cours de réalisation. Et M. Fitzgibbon vous en a parlé tout à l'heure, pour instaurer un climat d'affaires réellement propice à l'essor de nos entreprises, notre plan met la table à 2 chantiers prometteurs accompagnés d'échéanciers. Avec le premier concernant l'innovation, on souhaite vraiment rendre le processus réglementaire québécois plus réceptif aux produits et aux procédés innovants des entreprises, aux nouveaux équilibres dans la concurrence ainsi qu'aux technologies de rupture. Et là, pensons ici, par exemple, à la télémédecine qui s'est développée durant la pandémie ou encore aux véhicules autonomes qui s'en viennent. Quant au deuxième chantier sur la réduction des délais, je dois dire que dans les consultations, les commentaires sur les délais pour délivrer des permis et des autorisations étaient fréquents. Alors, on se devait de refléter ces remarques du monde des affaires et dès la fin avril prochain, on demande aux ministères et organismes de dresser un portrait des permis et autorisations dont ils sont responsables, accompagné du délai actuel moyen pour les délivrer. Donc, je suis fier de pouvoir dire que notre plan se démarque des précédentes initiatives québécoises en la matière, car il s'attaque à toutes les dimensions administratives imposées aux entreprises, qu'il s'agisse du nombre de formalités, du volume qu'elles génèrent ou des coûts qui en résultent. Un autre point important dans notre démarche, la reddition de comptes. On en fera une priorité parce que lors de notre arrivée en poste, on a constaté que l'application de certaines mesures du plan précédent laissait à désirer. Nous sommes donc assurés que le travail soit complété et nous sommes aussi dotés d'un suivi serré pour toutes nos mesures. D'ailleurs, pour s'assurer d'atteindre les cibles de réduction que nous nous sommes fixées et qui ont été énumérées par le ministre, notre plan fera l'objet d'un suivi par le comité conseil sur l'allègement réglementaire et administratif, et aussi d'une reddition de comptes annuelle rendue publique dans le cadre du rapport sur la réglementation intelligente et les mesures gouvernementales d'allègement réglementaire et administratif. Cet engagement nous permettra d'évaluer l'efficacité des mesures mises en place et de les bonifier aux besoins. Notre gouvernement s'est donné la mission de faire plus et de faire mieux pour alléger le fardeau réglementaire et administratif de nos entreprises et de nos innovateurs, car c'est une condition essentielle à la compétitivité et à la prospérité de l'économie québécoise. Je peux vous assurer que la mise en place de notre plan d'action sur l'horizon 2020-2025 est un pas de géant vers l'atteinte de cet objectif. Et en terminant, je veux moi aussi remercier toutes les associations qui ont participé au processus, les associations qui sont membres du comité conseil en allègement réglementaire, avec un merci particulier à François Vincent et à Laura Jones de la FCEI pour leur accompagnement dans l'élaboration de ce plan, notamment parce qu'on a souhaité s'inspirer des meilleures pratiques et ils nous ont beaucoup aidés dans cette démarche.
Alors, merci énormément. Parfait. Donc, la parole est maintenant à François Vincent. Monsieur le ministre, Monsieur le député, distingués invités, le dossier de l'allègement réglementaire est prioritaire pour les entreprises au Québec parce que son poids ralentit les entrepreneurs. Au Québec, son coût est pour les entreprises de 6,9 milliards de dollars annuellement selon l'évaluation de la FCEI. C'est 5 fois plus lourd si l'entreprise a moins de 5 employés comparativement à une entreprise de 100 employés et plus. Puis je rappelle que les entreprises de moins de 5 employés, ça représente la moitié des entreprises au Québec. Avant la crise, réduire le fardeau administratif, c'était une priorité pour les PME. Aujourd'hui, ce dossier est encore plus important. Parce qu'en raison de la COVID-19, selon les données de la FCEI, c'est près de 2 entrepreneurs sur 5 au Québec qui travaillent beaucoup plus d'heures qu'avant. Alors, réduire la paperasserie, ça veut dire leur offrir une denrée qui est si rare, c'est du temps. Je mentionne aussi que c'est 3 entrepreneurs sur 5 qui ont ciblé l'allègement réglementaire comme une action que le gouvernement peut mener pour les aider à surmonter la crise de la COVID-19. Puis aussi, il y en a 75 % qui demandent d'accélérer l'allègement réglementaire comme une stratégie pour la relance économique du Québec. Alors aujourd'hui, le gouvernement entend les demandes des PME. Je tiens à souligner certains points de ce plan en particulier. D'abord, les objectifs de réduction du fardeau, ce que le ministre a mentionné, la diminution de 20 % du coût, 15 % du volume et 10 % du nombre de formalités administratives. Sur ce dernier point, c'est la première fois qu'on va se donner un objectif de réduire les formalités. Ça veut dire que les entrepreneurs vont réellement voir une diminution de la paperasserie dans leur quotidien. Ça va aussi aider grandement le fait de prioriser ce dossier-là au sein de l'appareil gouvernemental. Je mentionne aussi que le gouvernement s'ouvre à l'amélioration continue en mettant en ligne la boîte à suggestions, comme le mentionnait le député Yuri Chassin, pour que les entrepreneurs puissent communiquer leurs problématiques et pour proposer des améliorations. Je suis également aussi heureux de l'important chantier pour réduire le délai et la délivrance des permis d'autorisation. Enfin, je veux mentionner les mesures spécifiques qui visent les secteurs d'activité économique, les secteurs qui sont touchés par la présente crise et aussi ceux qui attendent depuis fort longtemps qu'on les priorise. Je remercie les membres du comité de l'allègement réglementaire et administratif, les nombreuses associations qui ont participé à la consultation et permis de donner des propositions concrètes pour changer le quotidien des entrepreneurs. Puis enfin, je désire souligner le leadership de Yuri Chassin et le travail important du ministre de l'Économie, grâce à qui ce plan est concrétisé. Merci. Parfait. Donc maintenant, nous allons passer à la période de questions. Donc j'invite tous les journalistes qui ont une question à lever la main. On va y aller à tour de rôle pour que vous puissiez poser votre question. Donc j'ai une première question de Mylène Clette. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Oui. Oui, très bien. Bon, excusez-moi, je m'entends en double, je vais enlever mes écouteurs. Je voulais savoir en quoi est-ce que la pandémie a influencé les propositions que vous faites dans votre plan d'action pour l'allègement réglementaire aujourd'hui? Je vais commencer à répondre, puis Yuri pourra complémenter, mais on a commencé le processus avant la pandémie, évidemment, et un exercice comme celui-là se veut aussi un exercice de focaliser sur les secteurs qu'on trouvait le plus problématiques. Je dois avouer que dans le cas de la construction, il y avait beaucoup d'enjeux depuis des années qu'on discutait, donc il avait été choisi. Je pense que dans le cas de l'agroalimentaire aussi, il y avait déjà un désir avant la pandémie d'avoir un plus grand autosuffisance. On n'était pas aussi vocaux sur le point, mais on avait quand même identifié des enjeux importants au niveau de l'agriculture en général ou de transformation agroalimentaire. Et dans le cas de l'hébergement touristique, c'est sûr que ça, c'était un des chantiers. On avait fait le commerce de détail auparavant, qui n'est pas fini, mais qui s'en va pas mal loin. On avait identifié
chantier, celui-là. C'est sûr que la pandémie, lors des consultations, les consultations ont eu lieu au printemps 2020 et à l'été. Donc, en plein cœur de la pandémie. Alors, il y a beaucoup d'emphase sur ça. Il y a eu de l'emphase aussi sur les maisons des aînés. On a décidé de retarder un petit peu quelques mesures de ce côté-là. Donc, je vous dirais qu'il y avait préalablement l'identification de ces secteurs-là, mais c'est sûr que dans le cas du tourisme et l'hébergement, ça a été accentué avec la pandémie, parce que les audiences ont eu lieu à partir du mois de février jusqu'au mois de septembre. Pas Yuri, si tu veux rajouter à ça. Peut-être un petit mot pour dire que effectivement, la pandémie a peut-être aussi permis, puis je l'ai souligné un peu dans mon allocution, mais à certains ministères et certains organismes de montrer davantage d'ouverture pour inclure un certain nombre de mesures qui étaient peut-être plus difficiles à réaliser, mais d'autant plus pressantes compte tenu du contexte. Et je pense que ça a pu jouer et je remercie les ministères et les organismes concernés d'avoir fait preuve de cette ouverture. Aviez-vous des exemples de mesures pour lesquelles les ministères étaient plus ouverts? Bien, en fait, je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont inclus dans le plan d'action qui proviennent de nombreuses discussions parce qu'il fallait s'attacher avec les ministères et organismes. Mais je donne un exemple peut-être général, mais dans le secteur de la construction, on savait qu'il allait y avoir un enjeu avec la relance. Dans le secteur de la restauration, on avait eu des discussions et le ministre là, nous avait demandé de fournir des suggestions en termes d'aide aux restaurants parce que c'est un secteur qui est particulièrement affecté. Certaines réglementations ont été ciblées. Par exemple, dans l'adoption du projet de loi 72 de la semaine dernière, certaines mesures se retrouvent dans le plan d'action et sont donc déjà réalisées. Puis ça peut prendre aussi, par exemple, la forme de mesures pour ce qui est de la transformation agroalimentaire aussi. Donc, il y en a plusieurs. Là. Je ne voudrais pas en choisir une en particulier, mais il y a plusieurs exemples comme ça. Merci. Parfait. La prochaine journaliste a proposé une question. Julien Arsenault. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Monsieur Vincent, ma question est pour vous. J'aimerais que vous m'identifiez, parce que le plan ratisse quand même assez large. Là. Pouvez-vous nous pointer, à votre avis, vers des mesures que vous pourriez qualifier de, je ne vais pas dire de grandes victoires, là, mais de bonnes avancées pour nous donner une idée de, justement, là, des changements qui sont proposés dans ce plan-là? OK. Je vais commencer par vous avez les objectifs de réduction, la diminution du nombre de formalités. Ça, si vous allez dans les annexes, vous allez voir qu'il y a eu une diminution dans le temps du volume, du coût, mais il n'y a pas une diminution du nombre de formalités. Tandis que ça c'est vraiment un game changer, là, excusez-moi l'anglicisme. Ça va vraiment porter les organismes à réduire les formalités, puis même en même temps, probablement, à être plus lié à la politique d'allègement réglementaire qui limite du 1 du 1. Ça, c'est vraiment un grand chantier dans lequel le gouvernement du Québec a l'audace de se lancer pour mieux réglementer. Parce que c'est ça aussi l'allègement réglementaire. Hein. Ce n'est pas seulement réduire les règlements, c'est mieux le faire. C'est alléger la vie des entrepreneurs. La boîte aux suggestions, ça peut peut-être être pas grand-chose, mais souvent, ce qu'on a fait dans le passé, c'est qu'on fait une grande consultation, on y participe, on fournit nos idées. Ensuite de ça, on cible les actions, puis on les met en application. Tandis que là, en faisant ça, l'entrepreneur, s'il vit une problématique avec un ministère donné ou qu'il voit que 2 formulaires qui pourraient être joints en un, il va pouvoir fournir sa recommandation, puis elle va se rendre au gouvernement du Québec, puis il y a 2 autres provinces qui font ça actuellement. Je pense que c'est la Saskatchewan puis l'Alberta. Donc, là-dessus, ça, c'est un élément important. Il y a plein d'autres mesures. La construction, c'est quand même quelque chose d'important. Puis moi, j'ai eu un passage dans le secteur de la construction avant de revenir à la FIA. Ma question était dans les 44, là vous m'avez parlé des objectifs quand même généraux du plan, là, mais si vous en aviez à nous pointer dans les 44, ce serait lesquels?
Je vous ai pointé celle de la boîte à suggestions, c'est la 40, c'est 44, celle sur la construction. Je me rappelle, moi, j'étais dans le secteur de la construction, puis c'était quelque chose que le secteur voyait, qu'il n'y avait pas de mesures concrètes. Le module d'enregistrement des ventes aussi au niveau du web, ça, c'est quelque chose que le milieu, on avait demandé quand ça avait été mis en place. Je me rappelle, j'avais siégé sur des comités là-dessus en disant la remise de la facture, c'est complexe, etc., que ça puisse être mis sur le web. C'est vraiment toutes des mesures qui ont été ciblées par le secteur en disant ça peut être modifié, puis ça va représenter une différence pour nous. Puis l'agroalimentaire aussi pour tout le secteur des artisans qui produisent de l'alcool de qualité. Là, je pense aussi que c'est quelque chose de fort intéressant pour les entrepreneurs. Okay. Monsieur Fitzgibbon, Monsieur Chassin, sentez-vous à l'aise? Qui veut répondre? De ramener les formalités ou les règlements au niveau de 2004, est-ce que ça peut être trop? Est-ce que ça peut être un trop gros recul en arrière? Je comprends qu'on veut aller plus vite, améliorer, mais est-ce que cet objectif-là pourra faire en sorte que justement les règlements soient trop souples puis que ça laisse pas que ça laisse place à des abus, mais qu'on laisse passer des choses qui n'auraient peut-être pas dû passer? C'est une bonne question parce que moi, quand j'ai pris le poste de ministre de l'Économie et de l'Innovation, ça venait avec la coprésidence du comité d'allègement réglementaire. Plein de choses que j'ai faites, j'ai regardé ce qui se faisait à l'extérieur parce que c'était un peu nouveau pour moi, un mandat comme celui-là. Puis, j'avais analysé l'Ontario qui a fait quand même du travail. Il y a même un ministre qui appelait le ministre Red Tape, là, je ne sais pas son titre exact, mais ça illustrait un peu c'était quoi. La Colombie-Britannique avait été excessivement agressive, où à un moment donné, il avait tout simplement dit on coupe dans tout le ministère, je pense que c'était 10 ou 15 ou 20 Et j'avais noté qu'il y a un risque à faire ça, parce qu'effectivement, il y a un allègement qui doit prendre place. La problématique d'un gouvernement, c'est tous les gouvernements confondus, c'est qu'on met des nouvelles règles parce qu'elles sont requises, parce que les choses, l'environnement change, mais on oublie d'en enlever. Alors, la problématique, c'est ça. Alors, probablement, ce n'est pas 2004, 2014 là, auquel on fait référence. Puis on a pris 2014, là, ça aurait pu être 2000. Il n'y a pas de magie là-dedans. Mais on a été assez confortable pour conclure qu'il y avait des formulaires, des réglementations qui étaient plus pertinentes, qui étaient plus contemporaines, puis qu'il faut faire de la place pour les nouvelles, parce que les nouvelles doivent avoir lieu. Vous avez raison, si on va trop vite, on fait ça de façon non ordonnée, on va se ramasser avec des problématiques. L'autre chose, je veux dire, peut-être la question que vous avez posée tantôt à François, une chose que je veux dire, c'est que, bon, Philippe Dubuisson est ici, il est le sous-ministre adjoint, ça fait quelques conseils qu'il voit au fil des ans. Et cette approche-là, elle est très elle est très caquiste. Hein? M. Legault l'a toujours dit, on voulait alléger le gouvernement dans son ensemble. Alors, moi, je pense que ce qu'on a vu ce fois-ci, c'est qu'on a vu des ministres, parce que, tu sais, le travail, il faut bien comprendre, c'est Jean Boulier, la construction, c'est Caroline Proulx au niveau hébergement, puis c'est André Lamontagne au niveau alimentaire, au niveau de l'économie avec Yuri, on va s'assurer que les choses se fassent. Mais ça a été relativement facile de parler aux ministres parce que l'approche du gouvernement, c'est une approche qui est comme celle-là. Alors, dans le passé, on avait des vœux pieux, puis souvent, c'est plus difficile à implanter. Alors, je dirais que, je suis à l'aise, on va exécuter. Puis à votre question, je pense qu'on a pris 2014 pour réduire, mais on est conscient qu'il faut faire attention. Donc, on est aussi conscient qu'il y a peut-être une purge à faire qui n'a pas été faite dans le passé. Juste en terminant, on parle pourtant dans le communiqué d'un niveau comparable à ce qu'il était en 2004. Je suis sûr que... Oui, il y a peut-être eu une petite faute de frappe. C'est bien 2004. Puis par ailleurs, peut-être pour M. Arsenault, pour compléter, j'ajouterais qu'évidemment, on se donne 5 ans pour faire ce ménage des formalités administratives. Tu as distingué aussi des règlements, c'est-à-dire qu'on peut encadrer quand même là, les comportements des entreprises, les différents secteurs. Mais en termes de formalité administrative, quand on demande aux entreprises de remplir des conditions, des formulaires, de demander une autorisation, etc., bien, c'est là où je pense qu'il faut faire un ménage. Puis c'est un exercice aussi de priorisation à un moment donné. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est central à l'activité d'un ministère ou d'un organisme par rapport à ce qui l'est peut-être moins? Je pense que c'est là où l'effort
demandé en réduction de nombre de formalités administratives. C'est un effort de priorisation, puis c'est un effort, je pense, qui demande, oui, une réflexion de la part des différents ministères, mais qui est certainement atteignable en 5 ans. Et c'est mon erreur, effectivement, c'est 2004, c'est pas 2014. C'était juste pour être sûr. Ouais, c'est moi qui s'est trompé. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions des journalistes? Si oui, vous pouvez lever la main. Donc, ça fait le tour. C'est ce qui clôt notre... Oh, juste un petit instant. Pardon. J'ai Guy Leroux qui a une question. Allez-y, M. Leroux. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Oui, OK. Concernant la livraison d'alcool par les restaurants, vous venez de donner la permission aux restaurants de faire livrer leurs bouteilles par des tiers, mais les dépanneurs n'ont pas cette... M. Leroux, on vous a perdu. Possibilité. Est-ce que c'est... Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais. Oui, on vous a retrouvé. Ma question, c'est pourquoi les dépanneurs ne peuvent pas livrer l'alcool, c'est ça? Je crois que M. Leroux est parti. Il s'est déconnecté. Je pense qu'il y a peut-être eu un petit problème. Là, je ne le vois plus. Le temps qu'il revienne, Mylène Crête avait une deuxième question. Donc, allez-y, Mme Crête. Je voulais savoir, c'est quoi les allégements réglementaires en ce qui concerne les résidences pour aînés? Oui, vous allez retrouver ça. Aussi, pour les journalistes, là, juste vous dire que le document complet va être en ligne là, dès que le communiqué est envoyé, fait qu'il devrait déjà être en ligne, fait que vous allez pouvoir vous référer tout de suite après. Vas-y, Yuri. Donc, il y en a deux, c'est des mesures qui sont assez longues, mais je pense que ça adresse largement plusieurs commentaires qu'on a reçus durant notre consultation. Donc, la première, c'est la 38, mettre en place un processus de réception et d'analyse des questions réglementaires avec les principaux intervenants concernés par la construction et l'exploitation des RPA. Donc, en regard du code de construction, du code de sécurité, et interpeller les parties prenantes en fonction de ce qui les concerne. Donc, tout ce qui concerne la construction et l'exploitation d'une RPA en fonction de différents codes, différentes demandes réglementaires qui, des fois, sont vues comme contradictoires par les exploitants. Fait qu'on s'est dit que c'était important là, de réconcilier en collaboration avec tout le monde ces interprétations et ces visions différentes-là. Et l'autre, la 39, réaliser un exercice de révision et d'harmonisation de l'ensemble des lois et règlements ayant des répercussions sur l'exploitation des résidences privées pour aînés pour s'assurer d'une plus grande cohérence. Cet exercice viserait notamment à arrimer les lois et règlements aux définitions et orientations incluses dans la loi sur les services de santé et les services sociaux. Donc, quand on a, par exemple, des définitions dans des lois qui semblent être différentes dans d'autres réglementations, bien, cet exercice de cohérence va aussi pouvoir simplifier la vie des résidences pour aînés. Merci. Parfait. On va retourner, M. Arsenault, à une deuxième question. Oui, je me demandais, le 200 millions, d'économies annuelles que ça devrait générer, le plan, comment vous le calculez? Puis, est-ce que, dans le fond, 200 millions, c'est si tous les objectifs du plan sont atteints? Oui, bien, je faisais le début de la réponse. On regarde les heures, hein, les heures passées. Puis on a consulté aussi les entreprises pour voir comment, parce qu'il y a eu beaucoup de consultations, donc c'est un travail conjoint avec les entreprises, mais ça assume effectivement que les quelques mesures vont être appliquées. Yuri, si tu veux rajouter. C'est calculé sur l'objectif général de réduction des coûts de 20 %, mais évidemment, les différentes mesures, finalement, s'inscrivent à l'intérieur de cet objectif général. Donc, effectivement, c'est en termes de réduction du coût calculé en fonction des heures passées à répondre aux formalités administratives. Par rapport, c'est une méthodologie qui n'a pas vraiment changé là, par rapport au coût.
qui est utilisé depuis le début des années 2000 et puis qui est assez aligné avec ce qui se fait ailleurs. Donc, c'est là l'évaluation. Autrement dit, on réussit à aider les entreprises concrètement en leur laissant des sommes dans les poches, en leur laissant du temps, en fait, à disposition pour d'autres choses intéressantes et sans nécessairement avoir à demander à Éric Girard, le ministre des Finances, de nous donner des sommes pour ça. OK, merci. Donc, M. Leroux est revenu. On va essayer de lui redonner la parole, voir si le micro fonctionne cette fois-ci. Donc, M. Leroux, allez-y. Vous m'entendez bien? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. J'étais en train de poser ma question, puis ça a coupé. Je me suis dit que c'est sûrement M. Saint-Amand qui m'a coupé parce que c'était une question trop cochonne, mais non, c'est ma connexion qui a coupé. Alors, il n'y a rien à voir dans ça. Non, c'est ça, je vous demandais au niveau de la livraison dans les restaurants. Ils ont obtenu le droit de livrer des vins de la SAQ avec des mets. Comme disait M. Chassin en début de conférence, c'est une avancée majeure pour les restaurants. Mais c'est aussi un enjeu quand on fait de l'allègement réglementaire, c'est que là, on vient aider un secteur, puis souvent, ça peut avoir des impacts sur les autres secteurs. Au niveau de la distribution d'alcool, vous avez les restaurants qui servent de l'alcool avec des repas, vous avez des bars qui servent de l'alcool sans repas, et vous avez des dépanneurs qui vendent des vins qui sont différents des vins de la SAQ pour ne pas les concurrencer. Les dépanneurs ne peuvent pas, eux, livrer leurs vins de bas de gamme, des vins, en fait, pas tous moins de bas de gamme, mais des vins qui sont différents de ceux de la SAQ. Ils ne peuvent pas les faire livrer par des services comme Uber et DoorDash, alors qu'ils ont justement moins de personnel pour le faire et que ça serait plus pertinent. Et en commission parlementaire, ça a été spécifiquement demandé d'étendre ce qu'on a donné au restaurant, aux dépanneurs. Et c'est 2 ou 3 mots à changer dans la loi pour que le permis d'épicerie puisse aussi livrer par des tiers les aliments, mais ça n'a pas été fait. C'était tellement simple et évident, je me suis demandé si ce n'était pas un oubli de la part du gouvernement de l'avoir intégré ou si c'est une décision qui a été réfléchie. Est-ce que vous êtes au courant? Oui, bien, écoutez, je réponds à haut niveau là, pour commencer parce que, bon, premièrement, toute la question de la gestion de l'alcool sur le biais de la SAQ et maintenant au MEI. Alors, avec notre sous-ministre, M. Dubuisson, en fait, on regarde très largement toute la question des permis, des taxes. Il y a beaucoup de questionnements sur les producteurs d'alcool pour les permis, la majoration SAQ. On a présentement, vous savez peut-être, un enjeu de litige commercial avec l'Australie sur les vins vendus en épicerie. C'est public. On est en train de négocier une entente pour les accords bilatéraux. Honnêtement, pour le PL 72 et pour la question qui était aux commissions et sous études récemment, nous avons focalisé principalement sur les secteurs durement touchés, à savoir les bars et les restaurants. C'était le focus parce que si on commence à aller plus large que ça, il y a des enjeux qui sont multidimensionnels. Ceci étant dit, tout ce qui est la RACJ, là, qui est sous Mme Geneviève Guilbeault, je travaille étroitement avec elle et le sous-ministre adjoint. On a un agenda très complet de choses qu'on aimerait vouloir changer dans toute la question de la production et la distribution d'alcool au Québec. Donc, la raison, c'était volontaire. La raison, c'est qu'on voulait focaliser sur des secteurs qui étaient en difficulté, restaurants et bars, je pense que ça va de soi, mais on a encore l'agenda qu'il y a d'autres aménagements qu'on doit faire dans le futur. Donc, ce n'est pas exclu que vous revoyiez cette question-là puis que vous étendiez ça aux dépanneurs. Absolument. Puis, encore une fois, il faut faire attention parce que le vin en épicerie, c'est un sujet qui est très regardé par les accords bilatéraux. Je pense que vous le saviez. L'Australie réclame que c'est injuste que seulement le vin québécois est vendu en dépanneur. Donc, on est en train de faire des négociations avec ça. Alors, on ne voulait pas mettre trop de bruit sur la ligne présentement. Deuxième question si je aussi. peux me permettre, M. Leroux, parce que je pense que c'est intéressant de comprendre qu'effectivement, pour les mesures sur l'alcool, en plus de ce que le ministre vient de dire, c'est toujours une certaine complexité parce qu'il y a plusieurs acteurs concernés. Donc, il y a effectivement la direction des boissons alcooliques au MEI. Il y a évidemment Finances avec la SAQ. Il y a la santé publique aussi. Il y a la RACJ et le ministère de la Santé, de la Sécurité publique. Puis les accords internationaux. Alors, il y a beaucoup d'acteurs impliqués.
On a réussi à le faire pour les restaurants, mais effectivement, c'est aussi une question de temps. Là, si on souhaitait adopter les mesures avant Noël pour donner un coup de pouce à nos restaurateurs particulièrement touchés, ce n'était pas nécessairement possible de l'élargir tout de suite. Ceci étant dit, notre boîte à suggestions, elle est là, et on entend bien aussi les revendications de certains secteurs. Merci. Rapidement, une deuxième question, puis je reste dans les exemples concrets. Ça vient peut-être aussi un peu vous challenger. Votre collègue ministre Christian Dubé, ministre de la Santé, vient de faire connaître son intention d'adopter une des recommandations de la santé publique au niveau du vapotage et compte interdire la vente de saveurs de vapotage au Québec. Ça, si vous ne le saviez pas, ça veut dire l'arrêt de mort des 400 vapoteries du Québec. Donc, c'est 400 magasins, 400 baux qui vont être vidés, 2000 employés qui vont être finis dehors, bye-bye. Et tout ça alors que l'Ontario continue de vendre les saveurs dans des vapoteries et que c'est disponible largement en ligne. Donc, l'interdiction des saveurs va pénaliser le commerce de proximité québécois sans pour autant changer nécessairement l'accessibilité du produit pour les consommateurs. J'aimerais vous entendre là-dessus. M. Fitzgibbon, est-ce que vous avez été impliqué dans ce processus de décision-là ou vous laissez ça à la santé publique et vous n'en occupez pas? Non, écoutez, il y a eu beaucoup de représentations qui ont été faites, évidemment. C'est quelque chose qui était anticipé. Le ministère de l'Économie, dans ce cas spécifique-là, je reviens tantôt au cannabis, on est à la remorque, entre guillemets, de la santé publique. C'est eux qui doivent prendre les décisions. Je vais faire l'analogie sur le cannabis. Le cannabis, j'avais mis un moratoire sur toute assistance de l'investissement à Québec pour les entreprises de cannabis jusqu'au jour où M. Carman, Lionel Carman, statue sur qu'est-ce que lui voyait au niveau de la santé publique. Et conséquemment, après, maintenant, nous pouvons aider les compagnies de cannabis qui font, par exemple, la recherche médicale. Tout ce qui va être homologué par Santé Canada au niveau médical, DIN ou SIN, dépendant des cas, on va participer. Ce qui est le cannabis récréatif, on a décidé qu'on ne touche pas à ça. Dans le cas de vapotage, on est à la remorque de santé publique et on va s'ajuster en conséquence par après. Parfait. Donc, c'est ce qui clôt notre conférence de presse. Donc, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci.